Je m'appelle Marguerite Dubois, j'ai 72 ans et aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Pas parce que c'est mon anniversaire, bien que ce le soit, mais parce que c'est le jour où tout va basculer. Il est 6 heures du matin et je me lève avec cette excitation particulière que je ressentais enfant la veille de Noël. Depuis 3 semaines, je prépare cette journée dans le secret le plus absolu. Personne ne sait ce qui va se passer. Ni mes 3 enfants qui croient que leur vieille mère devient gâteuse, ni Maître Fontaine qui garde religieusement le secret professionnel, ni même les religieuses de la Fondation Les Petites Mains qui pensent que je suis juste une vieille dame généreuse. Mais moi, je sais. Je sais que ce soir, quand les bougies de mon gâteau d'anniversaire se seront consumées sur une table déserte, ma vengeance sera complète. Vous voyez, il y a exactement 24 jours, j'étais dans mon jardin à Avignon, occupée à tailler mes rosiers Pierre de Ronsard, quand j'ai entendu une conversation qui a changé ma vie à jamais. Une conversation entre mon fils Thomas et ma fille Claire qui croyaient que j'étais trop loin pour les entendre. Ils parlèrent de moi comme on parle d'un problème à résoudre, d'un obstacle à leur projet. « Il faut qu'on la place quelque part », avait dit Thomas. « Elle ne peut plus rester seule dans cette baraque. Et puis, tu as vu l'estimation ? Avec la rénovation du centre-ville, ça vaut une fortune maintenant. » Une fortune. Ma maison familiale, celle où j'ai vécu 48 ans avec mon défunt mari Henri, celle où j'ai élevé mes 3 enfants, celle où mes 4 petits-enfants ont passé les plus beaux étés de leur enfance, était devenue une fortune dans leurs yeux cupides. Le plus dur, avait ajouté Thomas, ce sera de lui faire croire que c'est pour son bien. Tu sais comme elle est sentimentale. Sentimentale. Le mot m'avait frappé comme une gifle. Moi qui ai sacrifié mes rêves de voyage pour garder leurs enfants, qui ai vidé mes économies pour payer les études de Thomas, qui ai hypothéqué cette même maison pour aider Claire à monter son agence immobilière. J'étais devenue sentimentale. Ce soir-là, agenouillée derrière mes rosiers, j'ai pleuré pour la dernière fois sur mes illusions perdues. Et le lendemain matin, j'ai appelé Maître Fontaine. « Maître, j'aimerais modifier mon testament. »« Bien sûr, Madame Dubois. Que souhaitez-vous changer ?»« Tout. » Pendant 2 heures, dans son étude poussiéreuse de la rue de la République, j'ai réécrit l'histoire de ma famille. Fini l'héritage pour Claire qui considère sa mère comme un fardeau. Fini les parts pour Thomas qui voit en moi un problème comptable. Fini même la part d'Émilie, ma Benjamine, qui suit lâchement ses aînés par faiblesse. À la place, j'ai légué l'intégralité de mes biens. La maison, les comptes bancaires, les bijoux, tout, à la Fondation Les Petites Mains d'Avignon. Ces enfants abandonnés qui n'ont jamais eu de famille, mais qui en rêvent chaque nuit, auront ce que mes propres enfants méprisent, mon amour et mon patrimoine. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Aujourd'hui, pour mon 72e anniversaire, j'ai préparé le festin le plus somptueux de ma vie. Bouillabaisse aux saveurs de mon enfance provençale, daube qui mijote depuis l'aube, tapenade maison, tarte aux figues de notre vieux figuier. J'ai sorti la vaisselle de Limoges, les verres de cristal, l'argenterie de famille. 7 couverts dressés avec amour dans la salle à manger où résonnaient autrefois les rires de mes petits-enfants. J'ai appelé Claire ce matin. « Ma chérie, c'est mon anniversaire, j'espère te voir ce soir. » Messagerie vocale. Thomas, mon fils, j'ai préparé ta daube préférée pour mes 72 ans. Messagerie vocale. Émilie, ma petite dernière, ne m'oublie pas aujourd'hui. Désolée maman, je suis en retard pour mes cours, je te rappelle ce soir. Elle n'a pas rappelé. Il était maintenant 22 heures. Ma table magnifique n'a accueilli personne. Mes plats refroidissent dans leur plat de service. Les bougies ont coulé sur la nappe brodée que j'avais confectionnée pour mes noces d'or avec Henri. Le téléphone sonne enfin. Claire. Maman, il faut qu'on parle. Sa voix est glaciale, déterminée. Elle ne me souhaite même pas bon anniversaire. Il faut qu'on parle de ton avenir, maman. Thomas, Émilie et moi, on a discuté. Tu ne peux plus rester seule dans cette maison. On a trouvé un établissement très bien à Carpentras. Les mots se perdent dans un bourdonnement. Ils veulent m'interner. Ils veulent vendre ma maison. Ils veulent se partager l'héritage d'une mère encore vivante. C'est fini, maman. Nous ne voulons plus de toi. Ces mots résonnent dans ma tête comme une sentence de mort. Mais au lieu de m'effondrer, je souris. Un sourire que Claire ne peut pas voir à travers le téléphone, mais qui illumine soudain ma cuisine solitaire. Car ce qu'elle ignore, ce qu'ils ignorent tous, c'est que demain matin, Maître Fontaine les convoquera dans son étude pour leur annoncer leur héritage. Et ils découvriront que leur mère, sentimentale et gâteuse, leur a réservé la plus belle des surprises. Ils ne voulaient plus de moi? Parfait. Moi non plus. Je ne veux plus d'eux. Demain, ma vraie famille, 15 enfants abandonnés qui ont soif d'amour, découvrira qu'ils ont enfin une grand-mère.
et mes enfants biologiques apprendront ce que signifie vraiment le mot conséquence. Cette nuit sera ma dernière nuit en tant que Marguerite, la mère déçue. Demain, je renaîtrai en Marguerite, la grand-mère choisie. La justice poétique a parfois le goût amer de la vengeance, mais elle a toujours la saveur douce de la libération. Je me réveille ce matin du 15 octobre avec cette sensation particulière que procurent les anniversaires. Un mélange d'excitation et de mélancolie qui me serre le cœur depuis que je suis enfant. 72 ans aujourd'hui. Mon Dieu. Comme le temps passe vite quand on ne fait plus attention à lui. Depuis ma fenêtre de chambre au premier étage, j'observe Avignon qui s'éveille doucement. Les remparts médiévaux se dressent majestueusement face à moi, baignés par cette lumière dorée si particulière de Provence en automne. Les platanes du cours Jean Jaurès commencent à jaunir. Leurs feuilles dansent dans le mistral matinal qui fait claquer les volets mal fermés de mes voisins. Cette vue, je la contemple depuis 48 ans, depuis que Henri et moi avons emménagé dans cette maison familiale héritée de sa grand-mère Céleste. Ma routine matinale n'a guère changé depuis que je suis seule. 7 heures précises, je descends à la cuisine préparer mon café, dans la vieille cafetière italienne qu'Henri m'avait rapportée de notre voyage de noces à Rome. Le carrelage provençal au motif de lavande est froid sous mes pieds nus. Je devrais porter mes chaussons, mais j'aime cette sensation qui me réveille complètement. J'ouvre les volets de la cuisine d'un geste sec, laissant entrer l'air frais qui porte déjà les senteurs du marché des Halles. En sirotant mon café, je repense aux anniversaires passés. Celui de mes 50 ans, quand Claire avait organisé cette fête surprise dans le jardin avec tous les voisins. Thomas avait même composé un petit poème ridicule qui nous avait fait rire aux larmes. Émilie, alors âgée de seulement 22 ans, avait cuisiné un gâteau au chocolat complètement raté mais délicieux. Et Henri qui m'avait offert ce collier de perles que je porte encore aujourd'hui, me chuchotant à l'oreille que chaque perle représentait une année d'amour partagée. Mais aujourd'hui, Henri n'est plus là pour me chuchoter quoi que ce soit. Il repose depuis 8 ans au cimetière Saint-Véran, sous ce cyprès centenaire qu'il aimait tant. Et mes enfants. Mes enfants sont devenus des adultes occupés, dispersés aux 4 coins de la région, pris dans leur vie trépidante. Je pose ma tasse sur l'évier en faïence écaillée et me dirige vers le téléphone mural de la cuisine. Un vieux modèle à cadran rotatif que Henri refusait de changer, prétendant que ces nouveaux machins électroniques ne durent jamais. J'hésite un instant, puis compose le numéro de Claire à Paris. 3 sonneries, 4, puis sa messagerie vocale. « Bonjour, vous êtes bien chez Claire Dubois. Je ne peux pas vous répondre actuellement. Laissez votre message après le bip. Bonjour ma chérie, c'est maman. Je voulais juste te rappeler que c'est mon anniversaire aujourd'hui et j'espère que nous pourrons nous voir bientôt. Je t'embrasse fort. J'essaie ensuite Thomas à Marseille. Même résultat. Messagerie vocale professionnelle, froide, impersonnelle. Maître Thomas Dubois est actuellement en consultation. Veuillez laisser vos coordonnées. Thomas, mon fils, c'est ta maman. J'aimerais t'entendre aujourd'hui. C'est un jour particulier pour moi. Rappelle-moi quand tu auras un moment. Émilie, enfin. Ma Benjamine qui enseigne l'histoire au lycée Frédéric Mistral de Nice. Elle décroche à la 5e sonnerie essoufflée. Allô? Maman? Je suis désolée, je cours pour ne pas être en retard. Mes élèves m'attendent pour un contrôle sur la Révolution française. Ma petite Émilie, je voulais juste te dire bonjour. C'est mon anniversaire aujourd'hui et... Oh mon Dieu, maman, c'est vrai. Je suis tellement désolée. Avec cette semaine chargée, j'avais complètement oublié. Écoute, je te rappelle ce soir sans faute, d'accord? Il faut vraiment que j'y aille. Les élèves sont déjà dans la salle. Elle raccroche avant que j'aie pu lui dire que je l'aime. Je reste là, le combiné à la main, écoutant la tonalité monotone qui résonne dans ma cuisine, soudain trop silencieuse. Mais je ne me laisse pas abattre. Aujourd'hui est mon jour, et je vais en faire quelque chose de beau, quelque chose de mémorable. Je vais cuisiner comme dans le temps, quand Henri était là et que les enfants venaient chaque week-end avec les petits. Un vrai festin provençal, comme ma mère me l'avait appris et comme j'ai tenté de l'enseigner à mes filles. Je commence par dresser une liste des courses sur un bout de papier jauni. Pour la bouillabaisse, rascasse, Saint-Pierre, Lot, Rouget, langoustine de Méditerranée. Il me faudra aussi du safran véritable, pas cette poudre insipide qu'on trouve dans les supermarchés. Chez Gustave, le poissonnier de la place Pie, il aura sûrement ce qu'il me faut. Pour la daube, du bœuf de Camargue, des carottes de Cavaillon, du vin rouge de Châteauneuf-du-Pape, et puis des olives de Nyon, du fromage de chèvre de Banon, de la tapenade que je ferai moi-même avec les olives de notre olivier centenaire dans le jardin. Je m'habille soigneusement pour sortir. Ma robe en soie bleue marine, celle qu'Henri préférait parce qu'elle fait ressortir mes yeux,
mes escarpins en cuir verni que je réserve aux grandes occasions, et le collier de perles, bien sûr. Un peu de rouge à lèvres, un soupçon de parfum, celui que Claire m'avait offert il y a 3 ans pour la fête des mères. Le marché des Halles grouille d'activité en cette fin de matinée. L'odeur mélangée des herbes de Provence, du fromage affiné et du poisson frais me transporte instantanément dans mes souvenirs d'enfance quand je venais ici avec ma propre mère, Francine, qui connaissait tous les commerçants par leur prénom. « Alors, Madame Dubois, comment allez-vous ce matin ?» me lance Gustave en essuyant ses mains poissonneuses sur son tablier rayé. « Très bien, Gustave. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je prépare un grand repas pour la famille. » Ses yeux s'illuminent. « Ah, magnifique. Dans ce cas, il vous faut le meilleur. Regardez-moi cette rascasse pêchée hier soir au large des Calanques. Et ce Saint-Pierre. Un poisson de roi pour une reine. » Il m'aide à choisir les plus beaux poissons, me donne ses conseils pour la cuisson, refuse que je porte mes sacs trop lourds jusqu'à ma voiture. Ces petites attentions me réchauffent le cœur. Au moins, il y a encore des gens qui prennent soin des autres dans ce monde. De retour à la maison, je me mets immédiatement au travail. D'abord, je sors la belle vaisselle de Limoges du vaisselier de la salle à manger. Ces assiettes blanches bordées d'or que la grand-mère d'Henri avait reçues en cadeau de mariage en 1923. Chaque pièce est un trésor familial que j'ai précieusement conservé toutes ces années, les sortant seulement pour les grandes occasions. Je dresse la table avec un soin méticuleux. La nappe blanche brodée de fils d'or que j'avais confectionnée moi-même pour notre 10e anniversaire de mariage. Les serviettes assorties, repassées à la perfection. Les verres en cristal de baccarat hérités de mes propres parents. Les couverts en argent massif que nous avions reçus pour notre mariage et que je fais régulièrement nettoyer chez l'orfèvre de la rue des Marchands. 7 couverts. Un pour Claire, un pour Thomas, un pour Émilie, et puis un pour chacun de mes 4 petits-enfants. Maxime et Léa, les jumeaux de Claire, âgés de 15 ans maintenant, Antoine, le fils de Thomas qui vient d'avoir 12 ans, et la petite Sarah, la fille d'Émilie, 8 ans à peine et déjà si intelligente. Au centre de la table, je place le bouquet que j'ai composé avec les dernières roses de mon jardin. Des roses pierre de Ronsard aux pétales nacrés que Henri avait plantées pour notre 20e anniversaire, et quelques branches de lavande séchées de l'été dernier. La cuisine maintenant. Je commence par la tapenade, écrasant soigneusement les olives noires au mortier, ajoutant les capres, l'ail, les anchois et un filet d'huile d'olive de notre moulin local. Le rythme régulier du pilon contre la pierre me berce. Me rappelle ma mère qui préparait cette même recette dans cette même cuisine il y a 50 ans. Puis la daube. Je fais revenir la viande par petits morceaux dans ma vieille cocotte en fonte, celle qui a nourri 3 générations. L'odeur qui se dégage quand la viande dort me fait saliver. J'ajoute les oignons, l'ail, les carottes, les tomates fraîches du jardin que j'avais mises en conserve en septembre. Le bouquet garni, thym, laurier, romarin, cueilli ce matin dans mon potager, et puis le vin rouge, jeûnereux, qui vient déglacer et parfumer. La cocotte va mijoter doucement pendant des heures, développant ses arômes profonds et complexes qui font la réputation de la cuisine provençale. Ensuite, la bouillabaisse. D'abord le bouillon, tête et arête de poisson que je fais bouillir avec les légumes, les herbes, une pointe de safran. L'odeur iodée envahit toute la maison. Pendant que le bouillon réduit, je prépare la rouille. Jaune d'œuf, ail, piment rouge, safran, huile d'olive montée comme une mayonnaise. Un art difficile que ma mère avait mis des années à me transmettre. Les heures passent sans que je m'en rende compte. Je suis dans mon élément, dans cette danse familière entre les fourneaux et la table, entre tradition et amour. Vers 16 heures, je fais une pause et appelle à nouveau mes enfants pour confirmer l'heure du dîner. Claire ne décroche pas. Thomas non plus. Émilie me répond distraitement qu'elle me rappellera plus tard. Un petit pincement au cœur, mais je me rassure. Ils sont sûrement occupés à préparer leur propre surprise pour ce soir. Je poursuis ma préparation. La tarte aux figues maintenant. Pâte brisée maison, figues du jardin cueillies à parfaite maturité, crème d'amande parfumée au miel de lavande. Cette tarte était la préférée d'Henri. Il en redemandait toujours une 2e part, prétendant que c'était pour la recette qu'il m'avait épousée. 18 heures. Je me change pour la 3e fois de la journée. Cette fois, je choisis ma robe de soie verte, celle que j'avais portée pour le mariage d'Émilie il y a 5 ans. Je me coiffe soigneusement, me maquille légèrement. Dans le miroir de ma coiffeuse, je vois une femme de 72 ans qui essaie de ne pas paraître ses 72 ans. Je descends vérifier une dernière fois que tout est parfait. La table magnifiquement dressée, les plats qui embument délicieusement, les bougies que j'allume une à une. L'atmosphère est féerique. Henri aurait été fier. 18h30. J'ouvre une bouteille de Côte-du-Rhône et me sers un verre. Autant commencer à célébrer.
Ils vont arriver d'un moment à l'autre, sûrement en retard comme toujours, mais ils vont arriver. 19 heures. Je commence à regarder par la fenêtre du salon qui donne sur la rue. Aucune voiture connue. Peut-être sont-ils garés plus loin. La rue est si étroite. 19h30. Je rappelle Claire. Messagerie vocale. Thomas. Messagerie vocale. Émilie. Elle décroche enfin. Allô, maman? Ma chérie, vous n'êtes pas en retard, j'espère? Le dîner est prêt et... Quel dîner, maman? Mon cœur se serre. Mais... Mon anniversaire? Je vous ai prévenu ce matin. J'ai préparé. Oh maman, tu sais bien que c'est compliqué en semaine. Et puis avec les embouteillages pour venir d'ici. On se reprendra un week-end, d'accord? Elle raccroche. Je reste là, le téléphone à la main, contemplant cette table somptueuse où personne ne viendra s'asseoir. 20h, 20h30, 21h. Je suis seule avec mon festin et mes souvenirs. Les bougies commencent à couler sur la nappe blanche. La daube continue de mijoter bêtement dans sa cocotte. La bouillabaisse refroidit dans son plat de service. Mon anniversaire, mes 72 ans, mes 48 années passées dans cette maison, à aimer une famille qui semble m'avoir oubliée. Je me sers un autre verre de vin et m'assieds à ma place habituelle, au bout de la table, face à 6 chaises vides qui me renvoient l'écho de mon échec. C'est alors que le téléphone sonne. Enfin! Je me précipite, le cœur battant. Allô? Maman, c'est Claire. Ma chérie, vous arrivez? Je commençais à m'inquiéter et... Maman, il faut qu'on parle, sérieusement. Sa voix est différente, froide, déterminée. Un frisson glacé me parcourt l'échine. Sa voix traverse le combiné comme une lame de glace. Je sens mes jambes vaciller et je dois m'appuyer contre le mur de la cuisine pour ne pas tomber. Claire, qu'est-ce que tu veux dire par « il faut qu'on parle sérieusement » ? C'est mon anniversaire, ma chérie, j'ai préparé. Justement, maman, c'est exactement de ça qu'il faut qu'on parle. De cette obsession que tu as à vouloir nous réunir constamment. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé comme ça. Mes doigts se crispent sur le combiné. Dans le passé? Mais Claire, c'est ma famille. Vous êtes mes enfants, c'est normal que... Maman, écoute-moi bien. Sa voix devient encore plus tranchante. Nous avons discuté, Thomas, Émilie et moi, longuement. Et nous sommes tous d'accord. Tu deviens un poids. Pour nous, pour nos enfants, pour tout le monde. Un poids. Le mot résonne dans ma tête comme un coup de marteau. Moi qui ai donné ma vie entière à cette famille, qui ai sacrifié mes rêves de voyage avec Henri pour garder leurs enfants, qui ai vidé mes comptes d'épargne pour payer les études de Thomas, qui ai hypothéqué cette maison pour aider Claire à monter son agence. Je suis devenue un poids. Claire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai toujours été là pour vous. J'ai toujours. Justement, tu es toujours là. Ces coups de téléphone incessants, ces invitations constantes, ces reproches à peine voilés quand nous ne venons pas. Tu nous étouffes, maman. Nous avons nos propres vies maintenant. Les larmes commencent à couler sur mes joues, mais je trouve encore la force de parler. Mais c'est normal qu'une mère veuille voir ses enfants, surtout le jour de son anniversaire. J'ai 72 ans, Claire. Je ne vous dérangerai plus très longtemps. C'est bien le problème, maman. Tu n'es plus capable de vivre seule dans cette grande maison. Hier encore, Madame Foucard nous a appelés parce que tu avais oublié d'éteindre ta gazinière. La semaine dernière, c'était le facteur qui s'inquiétait parce que ton courrier s'accumulait dans ta boîte aux lettres. Ces détails me frappent comme des gifles. C'est vrai, j'ai eu quelques moments d'inattention récemment. Mais de là à dire que je ne suis plus capable de vivre seule. Claire, écoute. Si tu veux qu'on discute de tout ça, viens à la maison. J'ai préparé ton plat préféré, cette bouillabaisse que tu adorais quand tu étais petite. On peut parler calmement, en famille. C'est fini, maman. Sa voix claque comme un coup de fouet. Nous ne voulons plus de toi. Plus de tes dîners forcés, plus de tes chantages affectifs, plus de ta culpabilisation permanente. C'est terminé. Le combiné me glisse des mains et tombe sur le carrelage avec un bruit sourd. Je reste là, debout dans ma cuisine, face à cette table magnifiquement dressée qui n'aura servi à rien, entourée de ces odeurs délicieuses qui maintenant me donnent la nausée. Nous ne voulons plus de toi. Ces mots tournoient dans ma tête comme un manège infernal. 72 ans d'existence, 48 ans de mariage, 45 ans de maternité, et tout se résume à ça. Nous ne voulons plus de toi. Je me traîne jusqu'au salon, mes jambes tremblent si fort que je dois m'arrêter à chaque pas. Je m'effondre dans le fauteuil d'Henri, celui où il s'asseyait chaque soir pour lire son journal. Son odeur s'est depuis longtemps dissipée, mais parfois, quand je ferme les yeux très fort, j'ai l'impression de la sentir encore. Henri, je murmure dans le silence de cette maison trop grande. Henri, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Où est-ce que j'ai échoué?
Mais Henri n'est plus là pour me consoler. Henri n'est plus là pour me dire que tout va s'arranger. Henri est mort, et moi je suis seule avec cette douleur qui me dévore de l'intérieur. Je repense aux mots de Claire. Nous avons discuté, Thomas, Émilie et moi. Ils ont organisé une réunion de famille. Une réunion de famille sans moi. Ils se sont assis quelque part, sûrement dans le salon moderne de Claire à Paris, ou dans le bureau cossu de Thomas à Marseille, et ils ont décidé de mon sort comme si j'étais déjà morte. Le téléphone sonne à nouveau. Je me lève péniblement pour décrocher, espérant contre tout espoir que Claire rappelle pour s'excuser, pour me dire que c'était une mauvaise blague, que bien sûr ils m'aiment encore. Allô? Maman? C'est Thomas. Sa voix est différente de celle de Claire. Plus douce, mais j'y décèle une gêne, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Thomas, mon fils. Claire vient de m'appeler. Elle m'a dit des choses terribles. Maman, je sais que c'est dur à entendre, mais Claire a raison. Nous sommes inquiets pour toi. Cette maison est trop grande, trop isolée. Tu ne peux plus l'entretenir correctement. Mais Thomas, c'est la maison de famille. C'est ici que vous avez grandi. C'est ici que... Justement, maman, nous avons grandi. Nous ne sommes plus des enfants. Et toi, tu vieillis. Il serait peut-être temps de penser à un endroit plus adapté. Un endroit plus adapté. Il ne prononce pas le mot, mais je le sens suspendu dans l'air comme une épée de Damoclès. Maison de retraite. EHPAD. Ces mots que redoutent tous les vieux, ces mots qui signifient la fin de tout. Thomas, s'il te plaît, ne me dis pas que tu es d'accord avec Claire. Pas toi. Tu étais si proche de moi quand tu étais petit. Tu te souviens quand tu venais dormir dans mon lit quand tu avais peur de l'orage? J'entends sa respiration s'accélérer à l'autre bout du fil. Maman, arrête. Ce n'est pas du chantage affectif qui va changer quoi que ce soit. Nous avons pris notre décision. Quelle décision? Un long silence. Puis, nous avons trouvé un établissement très bien à Carpentras, les Jardins de Provence. Il y a des animations, d'autres personnes de ton âge, un personnel médical qualifié. Vous voulez m'interner? Ce n'est pas une question, c'est une constatation amère qui sort de ma bouche comme du venin. Nous voulons que tu sois en sécurité, maman. Et puis, cette maison. Il n'ose pas finir sa phrase, mais je la finis pour lui. Cette maison, vous voulez la vendre? Elle vaut beaucoup d'argent, maman. Le marché immobilier à Avignon est en pleine expansion. Avec cette somme, on pourrait assurer une fin de vie confortable et vous pourriez vous partager le reste. Ce n'est pas ça, maman. Alors c'est quoi, Thomas? Explique-moi comment des enfants peuvent décider de se débarrasser de leur mère comme d'un meuble encombrant. Tu dramatises. Ce n'est pas se débarrasser de toi, c'est... Je raccroche brutalement. Je n'en peux plus d'entendre leurs justifications, leurs mensonges polis, leur lâcheté déguisée en bienveillance. Je retourne dans la cuisine et je contemple ce festin qui ne sera jamais partagé. Cette bouillabaisse que j'ai mis 4 heures à préparer, cette daube qui mijote depuis ce matin, cette tarte aux figues que j'ai pétrie avec amour. Tout ça pour rien. Tout ça pour des enfants qui ne veulent plus de moi. Dans un élan de rage, je saisis la soupière de bouillabaisse et je la jette de toutes mes forces contre le mur. Elle se brise dans un fracas de porcelaine, éclaboussant les carreaux provençaux de sauce safranée. Puis c'est au tour de la cocotte de daube, si lourde que j'ai du mal à la soulever, mais la colère me donne des forces. Elle s'écrase au sol dans un bruit d'apocalypse, répandant la viande et les légumes sur le carrelage. Je continue ma destruction méthodique. Les assiettes de Limoges s'écrasent une à une contre les murs. Les verres de cristal explosent en 1000 éclats scintillants. Les couverts en argent volent dans tous les sens. Je détruis 48 ans de vie conjugale, 45 ans de maternité, 72 ans d'existence. Quand tout est cassé, quand il ne reste plus rien à détruire, je m'effondre au milieu de ce chaos, mes genoux dans la sauce et les débris de verre. Je pleure comme je n'ai jamais pleuré, même pas à la mort d'Henri, parce que Henri, lui, ne m'avait pas abandonné. Henri était parti malgré lui, emporté par la maladie. Mais mes enfants, eux, ils choisissent de me rejeter. C'est là, agenouillée dans les ruines de mon anniversaire, que je me souviens. Il y a 3 semaines, j'étais dans le jardin, occupée à tailler les rosiers avant l'hiver. Les fenêtres du salon étaient ouvertes à cause de la chaleur et j'ai entendu la voix de Thomas qui téléphonait. Au début, je n'ai pas fait attention, mais certains mots ont attiré mon attention. « Claire, je te dis que c'est la solution idéale. Elle ne peut plus rester seule dans cette maison, c'est évident. Et puis, tu as vu l'estimation de l'agence? Avec la rénovation du centre-ville, cette baraque vaut une fortune maintenant. » Je me suis approchée de la fenêtre, le cœur battant. « Écoute, » a poursuivi Thomas. « Maman devient gâteuse. Hier, elle m'a raconté 3 fois la même histoire au téléphone, et cette obsession qu'elle a à vouloir nous voir tout le temps. C'est malsain. Tu crois qu'elle acceptera?
La voix de Claire était métallique dans le haut-parleur du téléphone. Elle n'aura pas le choix. On la place au jardin de Provence, on vend la maison et on se partage l'héritage. Simple et efficace. Et Émilie? Émilie suivra. Elle a toujours été la plus faible de nous trois. Et puis, avec le divorce qui se profile et la pension alimentaire à payer, elle aura bien besoin de sa part. J'avais dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mes propres enfants. Mes propres enfants parlèrent de moi comme d'un problème à résoudre, d'un obstacle à leur projet financier. Le plus dur, avait ajouté Thomas, ce sera de lui faire croire que c'est pour son bien. Tu sais comme elle est sentimentale. Ils avaient raccroché et moi j'étais restée là, dans mon jardin, entourée de mes roses qui soudain me semblaient m'en faner. Cette nuit-là, je n'avais pas fermé l'œil. J'avais tourné et retourné leurs paroles dans ma tête, cherchant une autre interprétation, un autre sens à leurs mots. Mais il n'y en avait pas. Mes enfants voulèrent se débarrasser de moi pour récupérer ma maison. Le lendemain matin, j'avais appelé Maître Fontaine, le notaire de la famille depuis 30 ans. Maître Fontaine, c'est Marguerite Dubois. J'aimerais prendre rendez-vous avec vous. C'est urgent. Bien sûr, Madame Dubois. De quoi s'agit-il? Je veux modifier mon testament. Il y avait eu un silence, puis... Très bien. Pouvez-vous venir cet après-midi? Dans son étude de la rue de la République, Maître Fontaine m'avait reçu avec sa courtoisie habituelle. C'était un homme de mon âge, aux cheveux blancs et aux manières d'un autre temps. Alors, Madame Dubois, que puis-je faire pour vous? Je veux léguer tous mes biens à la Fondation Les Petites Mains d'Avignon. Il avait écarquillé les yeux. Tous vos biens? Mais... Et vos enfants? Mes enfants n'ont plus besoin de moi, maître. Ils me l'ont fait comprendre. Madame Dubois, êtes-vous sûre de cette décision? C'est un choix. Radical. J'ai 72 ans, maître Fontaine. J'ai élevé 3 enfants. Je me suis occupée de 4 petits-enfants. J'ai consacré ma vie à ma famille. Et aujourd'hui, cette famille me considère comme un fardeau. Alors oui, je suis sûre de ma décision. Très bien. Mais puis-je vous demander pourquoi cette fondation en particulier? J'avais souri pour la première fois depuis longtemps. Parce qu'il s'occupe d'enfants abandonnés, maître. D'enfants qui rêvent d'avoir une famille. Ironique, n'est-ce pas? Il avait hoché la tête avec gravité, et nous avions passé 2 heures à rédiger ce Nouveau Testament. Tous mes comptes bancaires, tous mes placements, mes bijoux, et surtout cette maison qui valait maintenant près de 800 000 € selon l'estimation de l'agence de Claire. Tout revenait à ces enfants sans parents que j'avais décidé d'adopter symboliquement. En sortant de l'étude, j'avais ressenti un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Mes enfants biologiques ne voulaient plus de moi? Très bien. J'en adopterai d'autres, en quelque sorte. Des enfants qui apprécieraient cette chance que la vie leur offrirait grâce à moi. Maintenant, agenouillée dans ma cuisine dévastée, je repense à cette décision. Dans quelques heures, quand mes enfants découvriront qu'ils n'hériteront de rien, ils comprendront peut-être le mal qu'ils m'ont fait. Ou peut-être pas. Peut-être sont-ils déjà trop loin dans leur égoïsme pour éprouver le moindre remords. Je me relève péniblement, mes vêtements tachés de sauce et mes mains écorchées par les débris de verre. Dans le miroir du couloir, je vois une vieille femme aux cheveux défaits, aux joues striées de larmes, qui ressemble à une folle échappée de l'asile. Mais au fond de mes yeux, il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'y était pas ce matin. Une détermination froide, implacable. Mes enfants veulent jouer aux héritiers cupides? Parfait. Ils vont découvrir ce que signifie vraiment le mot « conséquence ». Je monte dans ma chambre et je sors de ma table de chevet l'enveloppe que m'avait remise Maître Fontaine. À l'intérieur, une copie de mon Nouveau Testament et une lettre que je dois remettre à mes enfants au moment opportun. Demain matin, ils découvriront tout. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'aurai enfin le dernier mot dans cette histoire familiale qui se termine si mal. En attendant, je vais nettoyer cette cuisine. Non pas pour effacer les traces de ma colère, mais pour préparer ma renaissance. Car si cette soirée marque la fin de Marguerite la mère dévouée, elle marque aussi le début de Marguerite la femme libre. Une femme qui a enfin compris que l'amour vrai ne se mendie pas, ne se force pas, et surtout, ne s'achète pas avec un héritage. Le lendemain matin, je me réveille avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur. Pas de cauchemars, pas de réveils en sursaut, pas de cette angoisse sourde qui me tordait habituellement l'estomac dès l'ouverture des yeux. Une paix que je n'avais plus ressentie depuis la mort d'Henri. Il est 8 heures passées quand je descends à la cuisine. J'ai nettoyé hier soir jusqu'à 2 heures du matin, ramassant chaque débris de verre, frottant chaque tache de sauce, remettant chaque ustensile à sa place. Mais j'ai laissé la table dressée telle qu'elle était, avec ses 7 couverts et ses bougies éteintes. Un mémorial de ma dernière tentative d'être une mère aimante. Je prépare mon café dans une tasse ébréchée, une des rares survivantes du massacre d'hier, et je contemple le téléphone mural.
Dans quelques heures, il va sonner. Maître Fontaine aura convoqué mes 3 enfants pour leur annoncer la bonne nouvelle de leur héritage. Sauf que la nouvelle ne sera pas celle qu'ils attendent. À 10 heures précises, comme convenu, je téléphone à l'étude. Maître Fontaine, c'est Marguerite Dubois. Sont-ils arrivés? Oui, Madame Dubois. Vos 3 enfants sont dans mon bureau. Ils semblent impatients. Parfait. Vous pouvez procéder à la lecture. Êtes-vous sûre de ne pas vouloir être présente? Certaine. Je préfère imaginer leur tête. Il y a un petit rire dans la voix du notaire. Très bien. Je vous rappelle dans 1 heure pour vous faire un compte-rendu. Je raccroche et je me dirige vers le jardin. Les roses pierres de Ronsard ont perdu leurs derniers pétales avec le mistral de la nuit. Seuls les rosiers grimpants conservent encore quelques fleurs tardives, accrochées désespérément aux treilles que Henri avait installées de ses propres mains. Je me souviens de cette journée de printemps, il y a 25 ans, où il était rentré du travail avec ses plants de rosiers sous le bras. Pour toi, ma Marguerite, des roses qui porteront ton nom sur leurs pétales. Il avait passé tout le week-end à préparer la terre, à installer les supports, à planter chaque rosier avec une délicatesse de jardinier expert. Le soir, il avait les mains écorchées par les épines, mais ses yeux brillaient de fierté devant son œuvre. « Tu verras », avait-il dit en m'enlaçant, « dans quelques années, ce sera le plus beau jardin de tout Avignon. » Il avait raison. Chaque été, notre jardin était un spectacle éblouissant. Les voisins s'arrêtèrent devant notre portail pour admirer cette explosion de couleurs et de parfums. Et moi, j'étais fière de dire que c'était mon mari qui avait créé tout ça. Pour moi, par amour. Mes enfants ont-ils jamais compris cette notion d'amour désintéressé? Ont-ils jamais fait quelque chose pour quelqu'un d'autre sans attendre de contrepartie? Claire qui calcule chaque geste en fonction de son intérêt personnel, Thomas qui ne voit dans chaque relation qu'une transaction commerciale, Émilie qui se contente de suivre le mouvement par faiblesse. Qu'est-ce que j'ai raté dans leur éducation? Henri et moi, nous avons pourtant essayé de leur transmettre des valeurs. Le respect des anciens, la solidarité familiale, la générosité envers les plus démunis. Chaque Noël, nous leur demandions de choisir un jouet à offrir aux enfants défavorisés. Chaque dimanche, nous allions rendre visite à mes parents, puis aux siens, même quand c'était contraignant. Nous leur avons appris à dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Nous leur avons montré l'exemple du travail, du dévouement, du sacrifice. Mais quelque part en cours de route, ces leçons se sont perdues. Peut-être les avons-nous trop gâtés? Peut-être leur avons-nous évité trop d'épreuves, trop de difficultés. Henri disait toujours « Il faut que nos enfants soient plus heureux que nous. » Mais peut-être que le bonheur facile ne forme pas le caractère. Le téléphone sonne. Je regarde ma montre. 11 heures pile. Maître Fontaine est ponctuel. « Alors ?» je demande sans préambule. « Madame Dubois. » C'était, comment dire, saisissant. « Racontez-moi tout. » Eh bien, j'ai commencé par les formules habituelles, puis j'ai lu votre Ancien Testament. Ils étaient aux anges, calculèrent déjà leurs parts respectives. Claire a même sorti son téléphone pour consulter je ne sais quoi, probablement des sites immobiliers. Thomas prenait des notes. Émilie souriait pour la première fois depuis longtemps, m'a dit sa sœur. Et ensuite, j'ai annoncé qu'il existait un testament plus récent, en date du 24 septembre dernier. Le silence s'est fait immédiatement. J'ai commencé la lecture. Moi, Marguerite Dubois, saine de corps et d'esprit, décide de léguer la totalité de mes biens à la Fondation Les Petites Mains d'Avignon. À ce moment-là, Madame Dubois, j'ai cru que votre fille Claire allait faire un malaise. Vraiment? Elle est devenue blanche comme un linge. Thomas s'est levé d'un bond et a crié quelque chose comme « C'est impossible! Elle n'avait pas le droit! » Émilie, elle, s'est mise à pleurer. Et qu'avez-vous répondu? Que vous aviez parfaitement le droit de disposer de vos biens comme bon vous semblait et que ce testament était parfaitement légal. J'ai continué la lecture, notamment le passage où vous expliquez vos motivations. Je souris malgré moi. J'avais rédigé cette partie avec un soin particulier. Mes enfants ayant clairement exprimé leur désir de ne plus avoir de rapport avec moi et considérant que je suis devenue un fardeau pour eux, je préfère léguer mes biens à des enfants qui sauront les apprécier et qui ont vraiment besoin d'amour maternel. Qu'ont-ils dit ensuite? Claire a exigé de contester le testament. Elle parlait d'abus de faiblesse, de manipulation, de sénilité. J'ai dû lui expliquer assez fermement que vous étiez parfaitement lucide quand vous avez signé ce document et que j'en étais témoin. Thomas a menacé de faire appel, de saisir un psychiatre. Émilie sanglotait en répétant « Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait ?» La seule qui ait un semblant de conscience. Finalement, ils sont partis en claquant la porte. Mais avant de sortir, Claire s'est retournée vers moi et a dit « Dites à ma mère qu'elle ne nous reverra jamais. Jamais. » Thomas a ajouté « Elle vient de détruire sa famille.
Seule Émilie n'a rien dit, mais elle pleurait toujours. Je raccroche après avoir remercié Maître Fontaine. Leurs réactions ne me surprennent pas. Claire dans le déni et la colère, Thomas dans la menace et l'intimidation, Émilie dans les regrets, mais trop tard. Exactement ce que j'attendais. L'après-midi s'écoule dans un calme étrange. Je me promène dans la maison, regardant chaque pièce comme si je la découvrais. Cette chambre où Henri et moi avons dormi pendant 40 ans. Ce salon où les enfants ont ouvert leurs cadeaux de Noël. Cette salle à manger où nous avons organisé tant de fêtes familiales. Cette cuisine où j'ai cuisiné des milliers de repas avec amour. Demain, tout ça appartiendra à la Fondation. Les enfants des petites mains pourront venir ici, jouer dans le jardin, dormir dans des vrais lits, se sentir chez eux pour la première fois de leur vie. Cette idée me réchauffe le cœur, bien plus que ne l'aurait fait la perspective de voir mes propres enfants se disputer mes biens. Vers 17h, j'entends une voiture dans la rue. Je regarde par la fenêtre et je vois la BMW de Thomas garée devant chez moi. Tiens donc, ils reviennent déjà. Je ne les attendais pas si tôt. Thomas sort de sa voiture, suivi de Claire, pas d'Émilie. Il remonte l'allée d'un pas déterminé, le visage fermé. Thomas sonne à la porte avec insistance. Je prends mon temps pour aller ouvrir. Quand j'apparais dans l'encadrement, ils reculent instinctivement, comme s'ils avaient peur de moi. C'est nouveau, ça. D'habitude, c'est moi qui me recroquevillais devant leur autorité. « Bonjour, mes enfants. Je ne vous attendais pas. »« Maman » commence Thomas de sa voix d'avocat. « Il faut qu'on parle. Sérieusement. Vraiment? Hier soir, vous ne vouliez plus me voir. Qu'est-ce qui a changé? » Claire prend le relais. « Maman, nous savons que tu es en colère contre nous, et tu as peut-être des raisons de l'être, mais ce que tu as fait, donner notre héritage à des inconnus, c'est de la folie pure. Notre héritage? » Je laisse échapper un petit rire. « Je croyais que c'était mon patrimoine? » « Maman, ne joue pas sur les mots, » s'énerve Thomas. « Cette maison, c'est bien, c'est le fruit du travail de papa et du tien. Nous sommes vos héritiers naturels. Vous étiez mes héritiers naturels. Maintenant, vous n'êtes plus rien pour moi. Tout comme je ne suis plus rien pour vous, n'est-ce pas? » Ils échangent un regard embarrassé. Claire reprend la parole, mais sur un ton plus doux, presque suppliant. « Maman, écoute. Peut-être qu'on s'est mal exprimé hier soir. Tu sais, c'est dur de voir vieillir ses parents, de s'inquiéter pour eux. » « Ah, vous vous inquiétiez pour moi? C'est marrant. Moi, j'ai plutôt eu l'impression que vous vous inquiétiez pour votre compte en banque. » Thomas s'impatiente. « Bon, ça suffit. Tu annules ce testament ridicule immédiatement. Ou quoi, Thomas? Tu vas m'assigner en justice? Prouver que je suis folle? Bonne chance. »« Maman, » intervient Claire en changeant de tactique. « Pense aux petits-enfants. Maxime et Léa comptaient sur cet argent pour leurs études supérieures. Antoine rêve de faire médecine. Et Sarah. Stop. Je lève la main. N'osez pas utiliser vos enfants pour me culpabiliser. Vous vouliez m'envoyer en maison de retraite, vous rappelez-vous? Qu'est-ce que j'aurais pu transmettre à mes petits-enfants depuis une chambre médicalisée à Carpentras? Ils se taisent. Ils savent qu'ils sont pris en flagrant délit de mensonge. Et puis, je continue. Si vos enfants ont besoin d'argent pour leurs études, libre à vous de les aider, avec vos propres revenus. C'est ça, être parent. Claire devient rouge de colère. « Tu es en train de détruire cette famille. Tu te rends compte de ce que tu fais? » Cette famille était déjà détruite, ma chérie. Hier soir, vous me l'avez fait comprendre. Je ne fais que tirer les conséquences de vos choix. Thomas sort son téléphone. J'appelle Maître Fontaine. Il doit bien y avoir un moyen d'annuler cette aberration. Fais donc. Il t'expliquera que j'étais parfaitement lucide et libre de mes décisions quand j'ai signé ce testament. Et il te confirmera que mes nouvelles dispositions sont irrévocables. Je les regarde tous les deux, ces enfants que j'ai portés, élevés, aimés, et je ne ressens plus rien pour eux. Ni amour, ni haine, ni colère. Juste une immense indifférence, comme s'ils étaient devenus des étrangers. Maintenant, je dis calmement, j'aimerais que vous partiez. Cette maison ne vous appartient plus, et vous n'y êtes plus les bienvenus. Maman, tente encore Claire. Au revoir, Claire. Au revoir, Thomas. Je referme la porte et j'entends leur voix étouffée dans l'allée. Ils discutent avec animation, probablement en train d'élaborer une nouvelle stratégie. Puis la voiture démarre et s'éloigne. Je retourne dans le salon et je m'assieds dans le fauteuil d'Henri. Pour la première fois depuis hier soir, je souris vraiment. Un sourire de victoire, de libération, de revanche accomplie. Le soir tombe sur Avignon. Les cloches de la cathédrale Notre-Dame-des-Dômes sonnent 19h. À cette heure-ci, hier, j'étais en train de dresser ma table dans l'espoir fou de réunir ma famille. Aujourd'hui, je sais que cette famille n'existe plus. Et étrangement, ça ne me fait plus souffrir. Je prépare un dîner simple. Une soupe de légumes du jardin,
un morceau de fromage de chèvre, quelques olives. Je mange seule, dans la cuisine, face à cette table de salle à manger toujours dressée pour 7 et où personne ne viendra jamais s'asseoir. Après le dîner, je téléphone à la Fondation Les Petites Mains. C'est sœur Marie-Claire qui me répond, la directrice que j'ai rencontrée la semaine dernière. « Bonsoir, sœur Marie-Claire. C'est Marguerite Dubois. Je vous appelle pour vous dire que c'est fait. Mes biens vous reviennent officiellement. » Madame Dubois, quelle merveilleuse nouvelle! Les enfants vont être si heureux. Quand pourrons-nous visiter la maison? Quand vous voulez. Je vous la lègue, mais j'aimerais continuer à y vivre si c'est possible. En échange, je pourrais m'occuper des plus petits, leur faire la cuisine, les aider pour les devoirs. Mais bien sûr, cette maison a besoin d'une grand-mère, et nos enfants ont besoin d'amour maternel. Ce sera parfait. Après avoir raccroché, je monte dans ma chambre. Dans le tiroir de ma table de nuit, je trouve une vieille photo de famille, prise il y a 15 ans pour les 60 ans d'Henri. Nous sommes tous là, souriants, enlacés. Claire et son mari d'alors, Thomas et sa femme, Émilie et son compagnon de l'époque, et les petits-enfants encore tout jeunes. Henri et moi au centre, rayonnant de bonheur d'être entourés de notre descendance. Cette famille-là n'existe plus. Elle s'est délitée petit à petit, divorce après divorce, dispute après dispute, égoïsme après égoïsme. Ce qui reste aujourd'hui n'en est que la caricature amère. Je déchire la photo en petits morceaux que je jette dans la corbeille. Puis je sors une feuille de papier et je commence à écrire une lettre à mes petits-enfants. Une lettre qu'ils liront peut-être un jour, quand ils seront assez grands pour comprendre. Mes chers Maxime, Léa, Antoine et Sarah, si vous lisez cette lettre, c'est que vos parents vous ont enfin dit la vérité sur ce qui s'est passé entre nous. Je veux que vous sachiez que je vous aime, que je vous ai toujours aimé, et que si j'ai fait ce que j'ai fait, ce n'était pas pour vous punir, vous. Vos parents ont choisi de m'abandonner. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient plus de moi. J'ai simplement respecté leur volonté. L'argent qu'ils espéraient hériter, je l'ai donné à des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont jamais eu de grand-mère pour leur lire des histoires ou leur faire des gâteaux. J'espère qu'un jour, vous comprendrez. Et j'espère surtout que vous ne ferez jamais à vos propres parents ce qu'ils m'ont fait. Je vous embrasse très fort, votre grand-mère Marguerite. Je plie la lettre et je la range dans une enveloppe que je pose sur ma table de chevet. Maître Fontaine la remettra aux enfants quand ils seront majeurs. Ensuite, je me prépare pour la nuit. Demain commence une nouvelle vie. Une vie où je ne serai plus Marguerite la mère déçue, mais Marguerite la grand-mère adoptive de 15 enfants abandonnés qui vont découvrir ce que signifie avoir un foyer. En fermant les yeux, je pense à Henri. Tu aurais approuvé mon choix, n'est-ce pas, mon amour? Tu aurais compris que parfois, pour sauver sa dignité, il faut avoir le courage de tout perdre. Dans le silence de cette grande maison, qui bientôt résonneront de rires d'enfants, je m'endors paisiblement. Pour la première fois depuis des années, je ne rêve pas de mes enfants perdus. Je rêve de tous ces enfants trouvés qui vont bientôt envahir ma vie de leur joie et de leur reconnaissance. Au petit matin, les cloches d'Avignon me réveillent, comme chaque jour depuis 48 ans. Mais cette fois, elles sonnent un nouveau départ. Le départ d'une femme libre qui a enfin compris que l'amour véritable ne se mendie pas, ne se négocie pas, et surtout, ne se vend pas. Je me lève et j'ouvre les volets sur cette ville que j'aime, sur ces remparts qui ont vu passer tant de générations, tant d'histoires humaines. Dans quelques heures, sœur Marie-Claire viendra avec les premiers enfants pour visiter leur nouvelle maison. Ma maison, leur maison, notre maison. Et mes enfants biologiques? Ils apprendront peut-être un jour que l'héritage le plus précieux n'est pas celui qu'on reçoit, mais celui qu'on mérite. En attendant, moi j'ai trouvé ma vraie famille, celle qu'on choisit avec le cœur, pas celle qu'on subit par les liens du sang. L'histoire se termine ici, mais une autre commence. L'histoire d'une grand-mère de 72 ans qui a transformé sa solitude en générosité, son abandon en renaissance, sa vieillesse en nouveau printemps. Henri aurait été fier de moi, et c'est tout ce qui compte. Le jour de mon anniversaire, j'ai préparé un festin, mais la table est restée vide. Plus tard, ma fille a appelé en disant « C'est fini, nous ne voulons plus de toi ». Cependant, au lever du jour, tous ont découvert que l'héritage avait été remis à qui s'y attendait le moins.